La France finance près de 70 à 80% du budget de l'AUF. C'est quand même beaucoup. Et en l'occurrence, on divise par 4 son budget. Donc on va mettre potentiellement en danger ce nouveau programme qui risque d'être extrêmement prometteur et de répondre à un besoin réel de mobilité des jeunes acteurs économiques et des jeunes universitaires et des jeunes chercheurs. Et moi, je dis aux pays du Sud de se mobiliser, de créer un fonds et de pouvoir venir aussi en complément pour faire en sorte que cette mobilité promise par l'Agence universelle à la francophonie soit une réalité. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. La 50e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, approche à grands pas. Elle se tiendra du 9 au 13 juillet entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ce soir, on fait le point avec les enjeux, les défis, avec notre invitée du coup, Amélie Alakrafi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la déléguée générale de l'APF. Alors, c'est une session donc anniversaire, comme on l'a dit, qui réunira donc plusieurs parlements, des chambres issues de tous les continents. Mais dans un contexte marqué justement par des tensions géopolitiques et des défis démocratiques, quelle ambition là vous portez pour cette session quand même historique, 50e? Absolument, une très belle ambition. Tout d'abord, de réussir à réunir plus de 550 participants, donc parlementaires du monde entier et leurs secrétaires généraux des sections, c'est formidable. Près de 30 présidents de chambre, donc Sénat, Assemblée nationale, et de pouvoir s'accorder sur des défis clés comme l'intelligence artificielle, comme l'égalité homme-femme, comme le climat. Et nous allons nous réunir autour de ce sujet et bien entendu la paix et la démocratie et présenter le rapport de la mission aux bons offices faite entre la RDC et le Rwanda, il y a plus d'un mois maintenant. Et pourquoi justement avoir étendu du 9 au 13 juillet? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que c'est parce qu'il y a des segments, il faut prendre le temps justement de chaque partie, chaque sujet est important du coup? Alors la plénière c'est important parce que donc on a la plénière c'est le samedi et le dimanche finalement, donc le 12 et 13 juillet. Nous l'avons un petit peu décalé parce qu'en général c'est vraiment tout début juillet, nous l'avons décalé pour que les présidents de chambre puissent rester au 14 juillet. Ah. C'est pour ça qu'on l'a décalé jusqu'au 13. Et ensuite, pourquoi elle s'étale autant? C'est parce qu'on réunit aussi toutes les commissions. Donc l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est 4 commissions, 2 réseaux, réseau des jeunes et réseau des femmes, et 5 régions. Et tout ce petit monde-là s'organise, se réunit, débat, prend des décisions. Et qu'en est-il, enfin, comment justement l'APF entend-elle renforcer du coup son rôle dans la promotion, comme vous l'avez dit, de la démocratie et surtout du dialogue entre les peuples francophones? Alors ce qui est intéressant, c'est là où les dirigeants ne se parlent pas, les peuples se parlent. Là où les États ne se parlent plus, notamment quand des États quittent l'OIF, donc l'OIF, je rappelle, l'Organisation internationale de la francophonie, les États, l'APF, les parlements. Quand des États quittent l'OIF, ils ne quittent pas forcément l'APF. Donc aujourd'hui, par exemple, le Burkina Faso n'est plus à l'OIF, mais il est encore à l'APF. Donc nous avons encore des échanges avec les parlementaires burkinabés, ce qui est intéressant, et de leur donner en fait une tribune et de pouvoir les laisser s'exprimer avec leurs collègues parlementaires du Cambodge au Canada et du Ghana à partir de cet été à la Belgique. C'est vraiment, je pense, précieux et nous devons le garder. Mais vous trouvez que justement l'APF a encore un grand rôle, encore même un grand poids, si je puis dire, à jouer encore? L'APF est une assemblée discrète mais influente. Discrète parce qu'elle s'adresse aux parlementaires et c'est les parlementaires qui la connaissent, et ils la connaissent tous, heureusement. Et ensuite influente, pourquoi? Parce que depuis quelques années, aujourd'hui, on a mis en place notamment des corpus législatifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en boîte une boîte à outils pour que chaque parlement, dans le monde entier, puisse s'en saisir pour voter les textes chez lui. Exemple, le Togo s'en est saisi et a utilisé un des textes de cette boîte à outils pour voter leur grande loi climat.
Donc nous mettons à disposition des outils avec des experts, nous mettons en place des formations de leadership féminin. Donc nous avons plus de femmes parlementaires qui s'expriment et qui proposent des textes et qui défendent leurs idées. Et c'est vraiment du renforcement capacitaire de parlementaires et de fonctionnaires, d'échange de bonnes pratiques, de communication, parce que quand les dirigeants ne se parlent pas, c'est quand même bien de garder un canal de discussion important et de se dire que nous représentons les peuples et quand les régimes changent, les peuples ne changent pas. Je pense que c'est précieux. Vous l'avez souligné, l'APF donc est très influente. Là aujourd'hui, le sujet assez majeur donc c'est l'Est, la situation à l'Est du Congo. Quels seront justement les autres temps forts lors de cette 50e session et comment vous pouvez justement influencer là sur cette situation-là, en particulier entre l'Est, ce qui se passe à l'Est de la Pour commencer, on se félicite tous de la signature de ce traité de paix le 27 juin à Washington. Première chose. Ensuite, il y a plus d'un mois, quand nous avons fait cette mission avec des parlementaires essentiellement africains en RDC et au Rwanda, nous avons rencontré les dirigeants, les ministres, des opposants, des associations, des chercheurs, des associations de victimes aussi dans les deux pays. Et ce que j'ai dit aux dirigeants des deux pays, c'est que le rapport allait forcément leur déplaire aux deux. Parce que l'objet de ce rapport, c'est de faire un état des lieux le plus honnête possible avec ce qu'on a entendu. On a entendu beaucoup de choses et les résumés qu'on entend aujourd'hui, je pense, sont dangereux et souvent faux. Il n'y a pas un coupable, il y a plusieurs choses qui font qu'il y a des crises et des gens qui meurent depuis 30 ans. Il y a eu déjà plusieurs traités de paix. Plusieurs. Qu'est-ce qu'on se dit? Que c'est formidable d'avoir ce traité à Washington, mais on a proposé aux deux parlements, à Kigali et à Kinshasa, de mettre en place une commission permanente de parlementaires des Grands Lacs, mais essentiellement congolais et rwandais, donc permanent. Pourquoi? Le traité est là. Qui va surveiller le traité? Oui, il y a des initiatives en place pour surveiller. Mais qui mieux que les parlementaires pour relever les signaux faibles sur le terrain et les remonter aux dirigeants et d'être la boussole, d'être les lanceurs d'alerte et de remonter et de prévenir toute nouvelle agression d'un côté ou d'un autre. Donc là, on voit que ce sont donc vos leviers concrets pour justement influencer les politiques nationales et bien même internationales. Mais lors de votre prise de fonction, vous avez évoqué la nécessité aussi d'une diplomatie parlementaire engagée et constructive. Pouvez-vous nous donner des exemples assez récents où l'APF a pesé dans les débats justement ou les décisions aussi internationales? Je vous ai cité l'exemple du Togo, qui a voté une loi climat. Elle l'a fait grâce à l'APF, parce que l'APF a mis en place cette boîte à outils des corpus législatifs. Première chose. Ensuite, je vais vous donner un exemple très concret. L'UNOC, donc, qui s'est passé à Nice, donc ce sommet sur les océans. Qu'a fait l'APF? Elle a organisé un événement et elle a sensibilisé les autres parlementaires du monde entier. Aujourd'hui, c'est 95 parlements. La semaine prochaine, ça sera 99. Le Ghana, Sao Tomé intègre l'APF. Donc 99 parlements. 99 parlements qui se parlent, qui arrivent à se convaincre les uns les autres. Ça donne des résultats. Et le dernier résultat en date, très concret, hier, des parlementaires djiboutiens et l'ambassadeur de Djibouti à Paris qui m'envoient les textes votés, signés, ratifiés à Djibouti, qui est un des pays qui a ratifié l'accord sur les océans. Très concret. Et dans un contexte de défiance envers certaines politiques francophones, notamment en Afrique, comment l'APF travaille-t-elle pour restaurer une sorte de confiance et à renforcer justement son influence auprès des sociétés aussi civiles? Alors, ce que j'aime à rappeler, depuis 3 mois que je suis élue à ce poste, c'est que l'APF, ce n'est pas la France. Et que ceux qui veulent faire payer la France en voulant quitter les organisations de la francophonie se trompent, parce qu'ils ne font pas de mal à la France, en fait. Ils se punissent tout seul de quitter une grande famille solidaire. Je dis souvent que je compare l'APF à une famille. Et en fait, une famille, on en hérite, ou des meilleurs amis se disent on est une famille. Donc on vient à la langue française et à cette famille francophone, soit en héritage, soit par passion ou par curiosité. Et on y reste parce qu'on y trouve de la formation, on y trouve du plaidoyer pour la démocratie, pour l'égalité homme-femme, on y trouve des compétences partagées, on y trouve de l'échange,
Et on y trouve du travail sur tous les défis qui nous intéressent, à savoir l'IA. Quand on parle aujourd'hui de réguler Internet et de réguler l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez vraiment que si un pays le fait tout seul dans son coin, il peut faire quelque chose? Non, parce qu'avec Internet, il n'y a pas de frontières. Donc si ces 99 parlements travaillent ensemble à un nouveau corpus législatif et qu'on arrive dans ces 99 parlements à le faire adopter, vous vous rendez compte de la puissance du travail de l'APF et de ce que ça peut faire à nos enfants. Exemple, si on a envie de tous dire on interdit les réseaux sociaux avant 15 ans et je mets en place ces mesures pour punir les hackers ou les cyberharceleurs, c'est une puissance inouïe. Et d'ailleurs, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles à l'influence politique de l'APF? Comme vous l'avez dit, vous faites bien la distinction que du coup l'APF, ce n'est pas la France. Mais comment comptez-vous justement les surmonter? Parce que c'est des choses quand même qui persistent quand même. Pas forcément. Et très honnêtement, moi je suis extrêmement agréablement surprise que lors des dernières plénières régionales, puisque les régions aussi se rencontrent, avec notamment les commissions, et sur ces 3 derniers mois, il y a eu la commission politique s'est réunie à Dakar, la région Afrique s'est réunie à Brazzaville, et à chaque fois, on a eu plus d'une quinzaine de présidents d'assemblée africains. Et à chaque fois, c'était on arrête de regarder le passé. Et j'ai beaucoup aimé le président de l'Assemblée nationale du Bénin qui a comparé et qui a fait vraiment une comparaison intéressante sur le fait de ne pas regarder le passé mais l'avenir, de faire l'analogie avec la voiture. Ah. Nous avons un grand pare-brise et un petit rétroviseur. Ça veut dire qu'il faut regarder l'avenir, donc regarder vers l'avant et arrêter de regarder le passé. Et que si vous conduisez votre voiture en regardant le rétroviseur, vous allez vous prendre un mur ou un arbre. Et la présidente de l'Assemblée d'Angola a répondu. Et tous étaient d'accord sur le fait qu'on travaille ensemble, on est solidaires, on appartient à cette famille par héritage ou par passion, par curiosité, et qu'on se serre les coudes et qu'ensemble, on avance et on répond aux défis commun, parce qu'on a tous les mêmes défis, parce qu'on est tous sur la même planète. Et justement, Madame Lacrafi, en termes de coopération et de mobilité et surtout d'égalité, quels ont été les résultats concrets, notamment sur ces points-là? Comme vous l'avez dit, on a tous les défis, tous les mêmes défis en commun, mais sur cette question-là de coopération, de mobilité et même surtout d'égalité, quels ont été un peu les facteurs et les résultats? Formation, c'est très important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la francophonie éducative est importante, la francophonie féministe est importante. Et tous ces séminaires, c'est des séminaires organisés au Sénégal, des séminaires organisés au Québec, des séminaires organisés en France, des séminaires organisés au Maroc, des séminaires organisés à Abidjan sur l'intelligence artificielle. Donc former, sensibiliser les politiques, donc les parlementaires et les fonctionnaires des différentes assemblées. On en est encore loin. À la prise de parole des femmes en public. On est encore loin un peu de tout ce mouvement. Il faut encore un peu corser la chose. Il ne faut jamais s'arrêter parce qu'en fait, il ne faut jamais s'arrêter de se former. On se forme toute la vie, il faut se former toute la vie parce que les défis évoluent et nous évoluons avec eux. Donc ces formations, tous ces experts qu'on fait intervenir dans tous ces parlements et je veux mettre en place de plus en plus de formations dématérialisées, donc en ligne, pour que ceux qui ne peuvent pas se déplacer puissent suivre et accéder à cette connaissance en ligne. Et je pense que c'est crucial de continuer d'écouter les uns les autres et de créer des nouveaux textes, d'enrichir ce corpus avec des nouveaux textes et pousser les parlements à les adopter, donc les accompagner, à aller envoyer des experts dans leur parlement et les accompagner pour qu'ils puissent les voter. Et qu'en est-il des institutionnels? Donc, est-ce qu'ils sont sensibles à cet appel-là? Oui, je pense qu'ils le sont parce qu'on est totalement complémentaires. Je rappelle souvent donc l'OIF les États, l'AUF les universités, l'APF les parlements, l'AIRF les régions francophones, l'AIMF les mairies, enfin les maires francophones. Tout ce monde-là travaille ensemble et travaille plutôt bien ensemble. Quand on voit l'Agence universitaire de la francophonie qui réunit plus de 1200 universités dans le monde, dans 125 pays et aussi dans des pays pas habituellement dans la francophonie, à savoir la Chine, l'Algérie, les États-Unis. Donc dans ces 1200 universités membres de l'AUF, vous avez tous ces pays-là. Et c'est très intéressant de se dire, en fait, ils sont intéressés par la francophonie scientifique parce que la langue française a ses variantes et c'est peut-être plus minutieuse et a dit des choses de plus ou complémentaires aux autres langues. Elle ne veut pas se substituer aux autres langues, mais être complémentaire et se dire qu'il y a autant d'universités dans 125 pays qui s'y intéressent, ça veut dire quelque chose. Et
mercredi, l'OIF a réuni le CPF, cette conférence parlementaire francophone, avec tous les ambassadeurs de quasiment tous les pays présents. Toutes ces organisations étaient présentes, donc l'AUF, l'OIF qui organisait bien sûr, l'AIMF, le COING, pardon, c'est toutes les ONG labellisées à l'OIF. Enfin, c'est vraiment un monde extrêmement dynamique, extrêmement vivant, qu'on n'entend pas suffisamment. Et mon rôle, je pense, va être, en plus de coordonner ces 99 parlements, c'est de faire en sorte qu'on nous connaisse beaucoup plus. Et en termes de mobilité, surtout sur ce pôle-là, il y a bien évidemment la question de visa qui brûle aux lèvres. Où en sommes-nous justement sur les discussions autour de la création d'un visa francophone qui faciliterait peut-être justement l'accès au visa pour les ressortissants de pays, mais là francophones? Alors, il y a un dispositif absolument exceptionnel qui a été mis en place par l'AUF, le PIMEF. Et ce programme de mobilité dans l'espace francophone pour les jeunes entrepreneurs et les universitaires est important et il répond à ce rêve qu'on a depuis très longtemps d'avoir cette mobilité douce dans tout l'espace francophone. Sud-sud, nord-sud, sud-nord. Mais aujourd'hui, je lance un appel pour dire les pays du Nord ont des difficultés budgétaires. D'accord. Assez fortes. Assez fortes. La France, et je m'en désole, a réduit ses budgets pour le ministère des Affaires étrangères. Et donc, le ministère des Affaires étrangères a réduit ses budgets pour ses organisations de la francophonie, et notamment pour l'AUF. Mais pour l'AUF, c'est assez grave, je trouve, parce que la France finance près de 70 à 80% du budget de l'AUF. C'est quand même beaucoup. Et en l'occurrence, on divise par 4 son budget. Donc, on va mettre potentiellement en danger ce nouveau programme qui risque d'être extrêmement prometteur et de répondre un besoin réel de mobilité des jeunes acteurs économiques et des jeunes universitaires et des jeunes chercheurs. Et moi, je dis aux pays du Sud de se mobiliser, de créer un fonds et de pouvoir venir aussi en complément pour faire en sorte que cette mobilité promise par l'Agence universelle à la francophonie soit une réalité. Donc je les appelle à se sensibiliser et à nous accompagner pour créer ce fonds et financer ce PIMEF. L'appel est lancé. Donc, Madame Lacrafi, on arrive vers la fin de l'émission et face aux défis donc, budgétaires et à la baisse des financements et à l'évolution aussi du contexte international, sur quoi maintenant l'APF doit-elle absolument se réinventer pour rester justement très influente dans les années à venir? Moderniser ses outils d'une part, pour plus avoir pléthore de rapports qui prennent la poussière, mais peut-être une plateforme pour qu'on puisse suivre de façon numérique les avancées de toutes les promesses que nous faisons aux différentes sections, mais aussi avancer ensemble sur les sujets qu'on se veut pour travailler ensemble et cruciaux, à savoir l'IA. Moi, je suis très inquiète de ce sujet parce qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, 50% des startups, en tout cas en France, qui lèvent des fonds sont des startups qui travaillent sur l'IA. Et il ne faut pas que les pays du Sud vraiment restent à la marge, ça c'est hors de question. Mais en plus, quand on parle d'égalité homme-femme ou de biais, on parle de biais cognitifs. Si on laisse l'IA entre les mains de chercheurs hommes ou de techniciens ou d'ingénieurs hommes, l'IA prend les biais des hommes. Donc c'est pousser nos parlements dans ces 95 pays et 4 organisations parlementaires de travailler sur comment on pousse les filles, les femmes à aller sur ces sujets IA et informatique en général pour ne pas laisser cette IA potentiellement dégénérer et réglementer. C'est un mot qu'on n'aime pas forcément dans certains pays, mais réglementer parce que le jour où on arrivera sur une IA générale, eh ben, ça sera pour moi potentiellement une catastrophe. Et pour vous, justement, l'IA, est-ce que c'est une priorité pour renforcer l'efficacité de la diplomatie parlementaire francophone ou bien y en aurait-il une autre? Et sinon, laquelle pourrait justement être efficace et comment comptez-vous justement? C'est une priorité parce qu'on peut aller beaucoup plus vite, on peut aller beaucoup plus loin avec ces outils d'IA si on sait les maîtriser. D'accord. D'une part. Ensuite, la diplomatie féministe est très importante. Quand je regarde aujourd'hui autour de nous, la plupart des dirigeants sont des hommes et souvent sont des va-t-en-guerre.
Ah. Je peux me tromper, peut-être, mais je pense que les femmes seraient peut-être moins va-t-en-guerre et qu'il est très important de mobiliser les femmes dans toutes ces décisions et dans tous ces comités où on décide ou pas d'aller en guerre. L'éducation. Quand on regarde aujourd'hui dans tous les pays, ceux qui avancent le plus vite, ceux qui s'en sortent le moins, ce sont ceux qui mettent plus de pourcentage de PIB à l'éducation. Et quand je vois dans certains pays, on est à 5% et d'autres à 30%, je me dis que ce n'est pas possible de rester aussi bas. Donc il faut pousser nos collègues parlementaires dans les budgets, dans leurs budgets nationaux, de mettre beaucoup plus l'accent sur l'éducation si on veut demain compter sur une nouvelle génération de parlementaires formés, égaux, avec des femmes qui osent. Donc je pense qu'ils pourront vraiment toucher tous les outils et avancer ensemble de manière bien plus efficace que nous. Et vous, Madame Lacrafi, justement, là, dans pas longtemps, c'est la 50e session de l'APF. Vous, en tant que déléguée générale, justement pour que cette session-là ne soit pas seulement une enceinte des débats, comment vous allez faire pour que les acteurs reconnus puissent vraiment avoir un impact réel sur la vie, justement, des populations francophones lors de cette 50e session? Le débat est très important. Et surtout quand on est parlementaire, on doit débattre. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur de notre activité de parlementaire, c'est de débattre. Mais c'est d'arriver à la fin des résolutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y arrive toujours. Tous les collègues parlementaires de tous les pays, toujours arrivent à se mettre d'accord sur des résolutions. Et ça, c'est important. Et ces résolutions, on les applique toujours. Exemple concret, je vous en ai parlé, cette mission RDC-Rwanda, qui ne vient pas en substitution des initiatives de paix qui étaient en cours, mais qui vient en complément et renforcer, peut-être donner de la force à celle de l'Union africaine, portée par le président Faure Gnassingbé. Elle est le fruit d'une résolution décidée à la 49e plénière au Canada l'année dernière. Donc on a appliqué, on a fait la mission, on finalise le rapport, on le présente à la plénière et ensuite on le présente au président Faure Gnassingbé. Très concret. Et enfin, pour terminer justement cette émission, quelle est votre vision aujourd'hui et en soi plus pour l'avenir justement de la francophonie parlementaire, mais on se projette là à l'horizon 2030. Quelle est votre vision par rapport à ça? Comment dire, une francophonie plus inclusive. Donc moi, je veux plus de jeunes, je veux plus de femmes. J'aimerais, et je ne suis pas arc-boutée sur la volonté d'avoir 50% de femmes, mais j'aimerais avoir plus de femmes qui aient envie d'y aller. Donc qui d'elles-mêmes viennent et se disent « j'en suis capable ». On a la chance aujourd'hui d'avoir une très jeune députée sénégalaise, présidente de la commission Affaires économiques. Je veux qu'il y ait plus de femmes comme elle. Et leur donner envie, qu'il y ait plus de jeunes qui aient envie d'aller en politique, parce que la politique, c'est pas un gros mot, et de continuer d'agrandir cette famille francophone. Et aujourd'hui, on a encore plus de 10 parlements nationaux, donc 10 pays qui ont envie de rejoindre l'APF. Et du coup, moi, en partant, j'aimerais avoir modernisé cette francophonie, l'avoir rendue plus égalitaire au niveau homme-femme et d'avoir apporté plus de pays et multiplié ces formations et aussi agrandi ce corpus législatif avec de plus en plus de textes concernant tous les sujets qui nous intéressent. Merci beaucoup Amélia Lacrafi, donc déléguée générale de l'APF. Merci à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.